honey, I think someone's breaking in across the street. I'm gonna dial 911. The paramedics determine that Mr. Anderson's arm is broken and transport him to the hospital to see if there are any internal injuries. Less than 24 hours after the crime occurs, there is an unexpected possible break in the case. A car is pulled over with a license plate number matching a neighbor's description of the license plate on a suspicious car seen near the Andersons' home the night of the break-in. He goes by the initials TJ. Non, je trouve que c'est assez bien fait, c'est assez réaliste. Quand effectivement la police arrête quelqu'un dans un crime qu'ils aiment bien se mettre en avant et montrer qu'ils ont fait leur travail, qu'ils sont efficaces pour arrêter les criminels. Et la raison pour cela, c'est que les procureurs et le chef de la police sont le plus souvent élus. Qu'appelle-t-on un crime aux États-Unis? En France, vous avez les contraventions, les délits et les crimes. Aux États-Unis, il n'y a que deux catégories. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le délit aux États-Unis. Vous avez à peu près l'équivalent des contraventions et des délits les moins graves, qui sont regroupés dans une catégorie qu'on appelle misdemeanor. Et après, vous avez ce qu'on appelle crime. Ce sont les délits les plus graves et les crimes. Pouvez-vous expliquer la différence entre le système américain et le système français? Au niveau de la légitime défense, c'est important aux États-Unis? La légitime défense est prise très au sérieux aux États-Unis, dans des proportions qui des fois choquent les Français. Mais c'est une question de culture. Les Américains sont choqués par le fait que, comme ils disent en France, on n'a pas le droit de se défendre. J'ai un client qui est d'origine française. Pendant que sa maison était en travaux, il était sorti dîner avec sa femme. Il rentre en 11h du soir, il y a un cambrioleur dans la maison. Et il a tabassé le cambrioleur. Et moi, il m'appelle en plein milieu de la nuit, complètement affolé. Je lui dis, nous voilà bien, appelle la police. La police est venue. La police a constaté l'effraction, a constaté l'identité du propriétaire qui résidait dans la maison. On est arrivé à la conclusion qu'il avait effectivement surpris un cambrioleur et qu'il était chez lui. Et la police est partie en lui serrant la main en lui disant « Monsieur, merci d'avoir fait notre travail ». Et le lendemain matin, j'ai reçu un appel du procureur qui m'a dit qu'il n'y aurait pas de poursuite contre mon client, c'est la légitime défense. En quoi la préparation du procès est différente aux États-Unis et qui l'instruit? Il n'y a pas d'instruction proprement dite. En France, vous avez un juge d'instruction qui instruit l'affaire, c'est-à-dire qui réunit tous les éléments du dossier. Aux États-Unis, il n'y a pas d'instruction, puisque c'est un système accusatoire, c'est-à-dire que le procureur doit lui-même collecter ses preuves en s'appuyant sur la police, constituer son dossier, et parallèlement, l'avocat de la défense fait exactement la même chose avec le but inverse. Le procureur a le devoir de transférer, de communiquer à la défense toutes les pièces, particulièrement les pièces qui ont tendance à exonérer son client. Pourquoi opte-t-on pour le grand jury? D'abord, le grand jury n'intervient que pour les crimes les plus graves. Le grand jury, il y a entre 15 et 25 personnes à peu près, suivant les États, est là pour vérifier que la plainte contre l'accusé n'est pas fantaisiste. Et ce n'est pas un procès. C'est-à-dire que quand l'accusé sort du grand jury, il n'est pas coupable. Le procès doit avoir lieu. En quoi consiste la procédure du plaidé coupable ou non coupable? Quand vous avez un accusé qui plaide coupable, c'est généralement parce que l'avocat a fait un accord avec le procureur. Et dans ce cas-là, effectivement, le juge simplement vérifie que l'avocat a bien correspondu avec son client, qu'il lui ait bien tout expliqué. Il ne faut pas oublier non plus que souvent au pénal, vous avez des clients qui sont pris dans l'engrenage. Donc le boulot du juge, c'est de vérifier que tout le monde comprend bien ce qui se passe. S'il plaide non coupable, le procès doit avoir lieu. C'est simplement pour autoriser le procès. Quel est le rôle du jury? Le jury doit décider uniquement des faits. C'est-à-dire que sans considération de la peine, ils doivent simplement décider quels sont les faits et si l'accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés ou pas. C'est donc considéré comme une garantie des libertés publiques parce que les faits sont appréciés par vos concitoyens. Il est important de dire que le standard est très élevé, puisque le standard américain, c'est « beyond a reasonable doubt ». Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute sur la culpabilité. Et le jury doit être unanime. Donc c'est très important pour la défense, parce que ce n'est pas la majorité. Il faut que tout le monde soit d'accord qu'il n'y a absolument aucun doute que cette personne est coupable. C'est à l'accusation d'apporter les preuves, au-delà d'un doute raisonnable, qu'il est coupable.
Et le juge est là pour arbitrer les conflits qu'il peut y avoir entre le demandeur et le défendeur. Le juge est simplement un arbitre. Il est le maître de sa cour. Quelle est la valeur du serment? Alors c'est très important le serment aux États-Unis. Alors que le système français a un système de preuve fondé sur l'écrit, le système anglo-saxon est fondé sur le témoignage, et pas sur l'écrit. On vous fait confiance. C'est-à-dire qu'on pense que vous allez dire la vérité. Donc on privilégie la preuve par témoin. The judge instructs the jury on the law, and the jury leaves to privately deliberate. The judge asks, Has the jury reached a verdict? and the jury foreman replies that they do. Yes, Your Honor. The judge then reads the verdict and hands it to the clerk, who reads aloud the jury's verdict. The jury has reached a unanimous verdict of guilty on all charges against TJ. Guilty on all counts. Une fois que le jury a rendu son verdict, c'est terminé pour eux et ces gens-là rentrent chez eux. Comment cela se passe-t-il au niveau des peines et quand est-ce qu'elles s'additionnent et qu'elles ne s'additionnent pas? Le juge lit la loi et il dit pour tel crime dont vous avez été retenu coupable, la sentence sera d'autant. Les États-Unis sont un pays fédéral, donc il y a 50 États. Alors vous avez des États où les peines sont concurrentes, c'est-à-dire qu'on les fait en même temps. Par exemple, si vous êtes condamné à 5 ans de prison pour tel crime et 3 ans de prison pour tel autre crime, vous ferez que 5 ans, puisque l'une est incluse dans l'autre. Il y a d'autres cas de figure où les peines s'additionnent, ce qui fait que vous pouvez aller en prison pour très longtemps si vous avez commis plusieurs crimes et qu'on rajoute les peines les unes au bout des autres. Est-ce qu'on peut additionner une peine de prison à une peine de mort? Je ne pense pas. Mais il ne faut pas perdre de vue que la peine de mort ne s'exerce pas si facilement que ça. Ça prend des années, parce qu'il y a des tas de recours qui sont prévus, justement, pour permettre à l'accusé de mettre en cause la sentence. Donc, très souvent, quand quelqu'un est condamné à mort, ça va jusqu'à la Cour suprême sur des problèmes de vice de procédure, etc. On estime qu'une condamnation à mort, à partir du moment où elle a été prononcée, coûte au gouvernement américain à peu près $1 million en frais de justice. Entre le tribunal français et entre le tribunal américain, pour vous, c'est lequel le plus juste? C'est impossible à dire. Je ne pense pas qu'il y ait un système qui soit plus juste que l'autre. Alors, quand on est élevé dans le système, c'est ce qu'on connaît. Alors évidemment, on est choqué par l'autre système. Mais ça, à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. On a un système qui, me semble-t-il, préserve l'égalité entre les citoyens un peu plus qu'aux États-Unis. Le principe inquisitoire, qui s'oppose donc au principe accusatoire américain, c'est la justice, c'est le juge d'instruction ou le président à l'audience, qui va essayer de démêler les fils de ce qui s'est passé. C'est lui qui mène le débat. Mais le juge américain a une position passive, c'est-à-dire c'est à vous de m'expliquer, et si ce n'est pas bien expliqué, tant pis pour vous, vous n'arriverez pas à prouver votre dossier, et puis c'est tout. Moi, je préfère que ce soit le juge, c'est-à-dire l'État, qui mène les choses, plutôt que les parties. Ça me paraît une garantie d'égalité pour des citoyens devant la justice. Je n'aime pas l'idée d'une contractualisation de la justice. Finalement, c'est une opposition entre un pays, la France, qui est le pays de la loi, et le pays des États, enfin l'Amérique, qui est le pays du contrat. C'est exactement ça. C'est culturel. C'est culturel. C'est culturel. Et le droit civil, c'est un droit qui est assis sur la terre. On disait que c'était un droit d'agriculteur, que j'étais en fait le droit en France. Le droit anglo-saxon, c'est un droit de marin et de commerçant. Exactement. Et donc, ça repose sur le contrat. Alors qu'ici, on a plutôt tendance à attendre que ça descende de l'État. Mais on restera, à mon avis, sur un système où l'État est le personnage principal de la justice. On n'a pas l'intention de vous faire changer. Voilà.